Alors, Enregistre toi du coup, Léa? Ah ouais, Marco, tu viens d'arriver, je viens de commencer le record. Incroyable. Euh, du coup, bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on accueille Luc et Virgile, donc ils sont deux doctorants au laboratoire de magnétisme quantique, et je leur laisse tout de suite la parole. Coucou, salut à tous. Donc, on va donner la présentation tous les deux avec Luc. Je vais partager mon écran. Tuc, tuc, tuc. Là. Alors, le partage fonctionne là? Yes. Ouais, parfait, on voit. Ça marche, ouais. Alors, donc je vais vous parler, comme annoncé, d'un voyage vers le magnétisme à petite échelle. Donc, on va vous présenter avec Luc quelques résultats et concepts qu'on étudie au laboratoire de magnétisme quantique. Donc, le plan de la présentation est le suivant. Donc, je vais commencer par donner une petite introduction sur ce qu'est le magnétisme quantique, notamment en vous rappelant ce qu'est la notion de spin, qui est essentielle dans les effets de magnétisme quantique, mais aussi qu'est-ce qu'un cristal, puisque la plupart des propriétés qu'on étudie sont intimement liées à la notion de cristal. Et enfin, je ferai un petit rappel sur la notion de Hamiltonien, qui est la base, mais qui est très utile pour comprendre la recherche qu'on fait. Dans un deuxième temps, je vais parler de transition de phase magnétique, qu'est-ce que c'est, un petit rappel de qu'est-ce qu'une transition de phase et de comment est-ce qu'on peut arriver comment est-ce qu'on les étudie nous en pratique dans le laboratoire. Et ensuite, Luc vous parlera de la dynamique de ces systèmes, donc avec le principe d'excitation magnétique, qui correspond en fait à simplement les excitations d'un système physique, comment on les mesure, et avec des exemples d'un vrai aimant quantique, qui est un sujet de recherche contemporain passionnant. Donc pour ça, on va commencer par l'introduction au magnétisme quantique. Donc, je ne sais pas si vous avez essayé de googler magnétisme quantique, mais on voit que Luc et moi, qui finissons nos doctorats respectifs d'ici quelques mois, on a beaucoup de possibilités de jobs qui s'ouvrent à nous après notre doctorat. On peut par exemple devenir un magnétiseur quantique et mettre l'énergétique au service de tous, notamment en utilisant son double non original ou son soi divin. Mais nous, dans le laboratoire, on fait quelque chose de très différent de toutes ces images de magnétisme quantique. On manipule des spins. Alors, ici, je voulais faire un rappel sur qu'est-ce qu'un spin. Donc, un spin, comme vous savez, c'est un nombre quantique caractéristique d'un électron, qui l'électron possède un spin demi, au même titre qu'il possède une charge, il possède cette quantité qui s'appelle un spin. Maintenant, dans un matériau magnétique, on étudie des composés, par exemple à base de cuivre, qui comportent plusieurs électrons. Les électrons les plus importants sont ceux de la couche de valence, donc ça c'est lié au fait que les électrons sont placés dans des couches, et en suivant le diagramme qu'on pourrait appeler des cases quantiques, par exemple. Donc, le principe de la Hofbauer, ici à droite, décrit comment est-ce qu'on remplit les électrons dans les différentes couches électroniques. Donc, on commence par la première couche, qui n'a qu'une seule sous-couche, une couche S. Après, on remplit la deuxième couche, et on voit que, pour des raisons énergétiques, on ne remplit pas directement la troisième couche S, même si elle correspond à une orbitale sphérique près du noyau. On remplit d'abord une autre orbitale qui n'a plus la symétrie sphérique. Et donc, en pratique, nous, quand on étudie un système et qu'on parle de spin, en magnétisme quantique, on parle rarement d'un seul électron. C'est plus le résultat, ce qu'il faut comprendre, c'est le résultat de la structure électronique de nombreux électrons qui sont placés dans différentes couches. Donc, par exemple, pour prendre un exemple concret, le cuivre, sur sa couche externe, c'est la couche numéro 3D, elle contient 9 électrons, et grâce à la troisième règle de Wund, on peut calculer que le cuivre est quasiment tout le temps modélisé par un spin d'une valeur de plus une demi. Donc, c'est un quantum de spin qui est la pierre angulaire du magnétisme quantique.
Ces atomes, on les place ensemble pour former des cristaux. Ils sont organisés tous les uns par rapport aux autres. Donc un cristal, ça peut dénoter plusieurs choses. Par exemple, ces images à gauche, ou encore, on pourrait avoir un cristal comme par exemple ici au milieu. Je remercie Arnold M pour la photo. Mais donc, comme vous le savez, par la cristallographie de base, un cristal c'est défini comme étant une structure qui se répète avec des paramètres de réseau ABC, donc 3 longueurs dans les 3 directions de l'espace, et alpha, bêta, gamma, les 3 angles entre les différentes directions principales du cristal. En pratique, un cristal, ça ressemble à quoi? Dans mon cas, par exemple, ça c'est de l'oxysulfate de cuivre. C'est un cristal que j'étudie dans le cadre de mon doctorat, qui est composé de cuivre, en vert et en bleu ici, d'oxygène, et en rouge, et de soufre, en jaune. En noir, vous pouvez voir la cellule unitaire, et donc une des choses qui apparaît immédiatement, c'est qu'en fait, il n'y a pas qu'un seul atome, souvent c'est le bazar, et là il y en a beaucoup plus qu'un, donc ça peut être assez compliqué à étudier. Mais la notion importante, ici à droite, on voit juste les atomes magnétiques intéressants, donc ceux de cuivre, qui forment ce qu'on appelle un réseau kagomé. La notion importante, c'est celle de périodicité, parce que beaucoup de principes expérimentaux reposent sur la diffraction. La diffraction, comme vous savez, une onde, elle se diffracte sur un réseau périodique et on va créer des interférences constructives qu'on va pouvoir observer, qui vont créer des pics. Et pour ça, on a besoin d'un pattern périodique qui se répète, plus ou moins à l'infini. Donc, ça, voilà, c'est un exemple de cristal tel qu'on peut en avoir. Une autre notion importante, c'est celle de Hamiltonien. Donc, vous avez tous vu, je pense, les cours de mécanique analytique. Donc, à la base, on avait le Lagrangien, qui est juste donné par l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle, avec les équations de Lagrange associées. Donc, le Lagrangien dépend des variables Q et Q point. Et en effectuant une transformée de Legendre, Hamilton a mis son nom sur une nouvelle quantité qui s'appelle le Hamiltonien. Et il se trouve que nous, en physique de la matière condensée, on aime beaucoup cette quantité, contrairement aux gens des particules qui préfèrent le Lagrangien. Nous, on aime beaucoup cette quantité parce que c'est une grandeur, dans beaucoup de cas, quand le temps n'apparaît pas explicitement, cette quantité est identifiable à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, c'est l'énergie totale du système. Et on aime bien, en tant que physicien, c'est quelque chose d'intuitif et de rassurant, de penser à l'énergie d'un système. Je vais donner quelques exemples de Hamiltoniens importants pour la matière condensée. Donc on a entre autres le Hamiltonien de Hubbard. Donc on considère qu'on positionne des spins, par exemple, disons un atome d'hydrogène, pour faire simple, sur un réseau carré, avec une certaine distance A qui les sépare. Et on a un Hamiltonien qui est constitué de 2 termes ici. Un terme de saut, qui est écrit en deuxième quantification, mais c'est un détail, donc il va créer une particule au site I avec un spin sigma et détruire une particule au site J avec le même spin sigma. Donc c'est juste, correspond à faire passer un spin d'un site à l'autre. On a un autre terme, deuxième terme, de répulsion coulombienne, qui est juste un terme de comptage, associé au fait que si on met 2 électrons sur un même site, on a une répulsion coulombienne entre les 2 électrons, il faut payer de l'énergie pour ça. En changeant le paramètre de réseau, donc la distance entre les atomes, on peut très facilement imaginer que le terme de saut devient de moins en moins important. Il est plus dur de faire sauter un spin d'un site à un autre quand ils sont distants. Par contre, la répulsion coulombienne, elle ne devrait pas trop changer. Du coup, c'est l'idée de base qui nous permet de dire que le terme de saut, on peut le traiter de manière comme étant faible et effectuer une théorie des perturbations, qui est typique de la physique quantique, sur ce système pour arriver à un nouveau système, un nouveau Hamiltonien, un Hamiltonien effectif, qui s'appelle le Hamiltonien de Heisenberg, qui peut s'écrire comme ici à droite, donc qui va juste être, où S désigne la direction du spin. Donc c'est simplement le produit scalaire entre les spins multiplié par une certaine constante de vent. Ce Hamiltonien, on peut essayer de réfléchir de manière classique, donc le considérer comme étant l'énergie de notre système, et il est très important puisqu'il décrit très bien les interactions magnétiques dans de nombreux systèmes. Par exemple, ceux à base de cuivre, de nickel, de cobalt, qui sont très bien modélisés par des Hamiltoniens d'Eisenberg. Ce Hamiltonien, il peut avoir plusieurs états fondamentaux, donc en fonction du signe du couplage J.
pour un certain couplage J négatif, on voit que l'énergie est maximale si les spins sont parallèles. Et donc, on obtient ce qu'on appelle un état fondamental ferromagnétique. Donc, tous les spins sont alignés et parallèles comme ici. Pour un couplage positif, J, cette fois-ci, on remarque que c'est le contraire. Il faut que les spins soient alignés de manière antiparallèle. Donc, chaque atome doit être antiparallèle à son voisin pour créer ce qu'on appelle un antiferroaimant, un état antiferromagnétique. Dans certains cas un peu plus complexes, on peut avoir ce qui s'appelle des ferriaimants. Donc c'est aussi J qui est positif, donc tous les spins sont alignés, sont dans des sens opposés, mais pour une raison ou une autre, par exemple, ça peut être qu'on a un atome différent, tous les deux atomes, ça peut être une autre valeur du spin. Par exemple, j'ai dit que le cuivre était spin 1,5, il se trouve que le nickel a tendance à être spin 1, donc on pourrait alterner cuivre-nickel, et donc on aurait un état globalement antiferromagnétique, mais avec une composante finie. Si on ajoute toutes les valeurs des flèches dans une direction, composante finie, ça s'appelle un ferriaimant. Alors à quoi ça sert tout ça? Ça sert à plusieurs choses. Une des choses pour lesquelles ça peut servir, c'est simplement les aimants qu'on a sur le frigo, ou pas en l'occurrence. Donc ça, c'est un exemple d'aimant à base de néodyme, fer et bore. C'est l'un des plus gros, des aimants permanents les plus forts qui existent à ce jour. Et en fait, on a simplement une force magnétique qui arrive du fait que le champ magnétique est... Si on reprend le cas de base de l'aimant, par exemple la boussole, c'est juste un aimant qui s'aligne dans le champ magnétique terrestre qui est uniforme. Si le champ est non uniforme, comme c'est le cas par exemple pour ces aimants à base de néodyme, on va avoir une force qui s'applique, qui est inversement proportionnelle à la distance, et donc on va voir, c'est pour ça que les aimants collent au frigo. On peut faire autre chose avec des aimants qui collent, par exemple, donc ça c'est une application originale du laboratoire de magnétisme quantique supervisé par Henri Konoff, où en fait, au lieu d'avoir un frigo et un magnet, on a une peau de phoque et un ski de peau. Et donc le pattern est imprimé à la fois dans la peau et dans le ski. En optimisant la surface, on peut obtenir simplement des peaux de phoque magnétiques qui ont l'avantage de... on n'a pas besoin de les coller, tout simplement, elles se collent juste avec la force magnétique. Nous, ce qu'on fait dans notre labo, c'est à la fois des applications comme ceci, mais aussi on étudie un aspect beaucoup plus fondamental des choses, qui est le cœur de mon doctorat. Je travaille assez peu sur des applications du style. Donc, cette recherche fondamentale, elle passe par l'étude de plusieurs choses, dont des propriétés statiques. Alors, pour parler de propriétés statiques, je vais revenir rapidement sur ce qu'est une transition de phase. Donc, vous connaissez tous le cas de l'eau. Donc, si on prend l'eau à température et pression ambiante, l'eau est liquide, et en la refroidissant, on obtient un glaçon. En la chauffant, on obtient une vapeur, du gaz et la vapeur d'eau, et on a un point triple qui peut être atteint. À l'époque où j'étais étudiant, d'ailleurs, on avait l'un des meilleurs TP supervisé par Arnaud Magrez, qui est l'un des meilleurs assistants, qui était justement construit sur le fait de suivre ces lignes pour arriver au point triple de l'eau. Mais nous, en magnétisme quantique, ce qu'on étudie, c'est légèrement différent. C'est pas de l'eau, c'est des cristaux. Et au lieu d'avoir des cristaux, au lieu d'avoir des phases comme liquide, vapeur, solide, on a des phases magnétiques. Les paramètres du diagramme de phase sont relativement similaires. Ça peut être aussi la pression. Nous, on étudie surtout le champ magnétique, mais ça peut vraiment aussi être la pression. Donc là, pour prendre un exemple simple d'un aimant quantique, disons dominé par un comportement hamiltonien antiferromagnétique, à une température élevée, on a beaucoup de fluctuations thermiques. Ces fluctuations thermiques, elles vont contribuer de manière prédominante au système et elles vont n'avoir que faire du côté antiferromagnétique du hamiltonien du système. Les ordres d'énergie sont trop grands. Donc, on n'aura pas d'ordre magnétique longue portée. Mais en refroidissant le système, petit à petit, l'importance relative de la partie antiferromagnétique du hamiltonien va grandir. Et à un certain endroit, ici, en l'occurrence, dans le dessin, l'ordre antiferromagnétique à longue portée va s'établir et il n'y aura plus assez de fluctuations pour briser cet état. Donc on
on a une région de stabilité avec une phase antiferromagnétique. Maintenant, si on applique un champ magnétique là-dessus, ce qui se passe, c'est dans la limite extrême où le champ magnétique est immense, on a de nouveau plus de comparaison entre les deux ordres de grandeur, et toutes les flèches, de la même manière que la boussole s'aligne dans le champ terrestre, tous les spins s'alignent dans le champ magnétique, et on a un état qui ressemble à ferromagnétique, mais qu'on appelle polarisé en champ, pour se rappeler que c'est polarisé par un champ. Et entre les deux, on a un état appelé de claquette de spin, qui correspond à un état intermédiaire qui essaie d'accommoder les deux solutions, où on va avoir une composante ferromagnétique, donc vous voyez que les spins pointent tous les deux globalement vers le haut, mais on a quand même un côté antiferromagnétique, où l'un pointe à gauche, tandis que l'autre pointe à droite. Donc ça, c'est pour un élément de très très simple, très très basique, qui maintenant n'est plus trop étudié. Mais on a d'autres domaines d'études de magnétisme quantique, comme par exemple les skyrmions, qui sont quasi-particules qui peuvent être décrites comme un vortex de spin, qu'on peut se représenter comme ici, qui sont des particules stables dans une certaine région de l'espace de phase, notée ici, cette petite poche de skyrmion. Et en appliquant un champ, on passe de cet état de vortex de spin à un état, par exemple, où les spins tournent autour d'une direction, c'est conique. Les skyrmions, c'est une pseudo-particule qui a beaucoup d'utilité parce que c'est protégé topologiquement et ça peut être guidé, on peut faire des courants de skyrmions et créer des portes logiques à base de skyrmions et donc potentiellement faire des ordinateurs à base de skyrmions. Voilà. Donc, nous, l'un des enjeux, c'est d'arriver à établir un tel diagramme de phase, par exemple dans un cas de skyrmion, pour déterminer la zone de stabilité de la phase où les skyrmions apparaissent. Pour établir ça, on a plusieurs outils. L'un d'eux, c'est la magnétisation et la chaleur spécifique. Ce sont deux techniques de laboratoire qui sont des quantités aussi. La magnétisation et la chaleur spécifique qui dérivent toutes deux de l'énergie d'un système. La magnétisation apporte des informations évidentes sur un système magnétique, puisque, par exemple, dans ce cas-là, on observe en fonction de la température qu'à une certaine température, on a un développement d'une magnétisation finie, ce qui veut dire que simplement on a un effet collectif d'aimants, de spin, qui participe à créer une magnétisation macroscopique finie. Donc là, on peut immédiatement extraire la température de transition, ajuster des exposants critiques avec un modèle pour arriver à trouver, par exemple, la dimensionnalité exacte du problème. À haute température, la magnétisation nous apporte aussi des informations sur les fluctuations des spins, et notamment on peut ajuster des différents paramètres de la loi de Curie-Weiss qui correspondent au modèle pour arriver à avoir une idée de l'ordre de grandeur des interactions entre les spins. Et donc la chaleur spécifique nous permet aussi d'avoir une information. Donc ici on a un graphe qui a l'air un peu barbare, on a beaucoup de courbes de chaleur spécifique, chacune des couleurs correspond à une valeur de champ magnétique, et on voit qu'on a un pic. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un pic dans la chaleur spécifique? C'est assez simple. En gros, la chaleur spécifique, c'est on chauffe le système et on regarde ce que l'énergie fait, ce que le système fait de l'énergie qu'on lui apporte. Dans le cadre d'une transition de phase, on va avoir un pic pour la simple raison que le système, en fait, il utilise de l'énergie pour réorganiser un degré de liberté interne au système. Donc, par exemple, si on veut ordonner les spins, on va avoir besoin de plus d'énergie que juste l'énergie de base apportée, et donc on va avoir un pic à la température à laquelle cet ordre apparaît. Donc ces deux techniques, elles nous permettent de mettre tous ces petits points qu'on a ici sur le diagramme. Il y a une troisième technique qui nous permet de déterminer non seulement où est le point à mettre sur le diagramme, mais en plus comment sont les spins, quel est l'arrangement des spins à l'intérieur de la phase. Cette technique, c'est la diffraction de neutrons. Donc, Luc reviendra un peu plus en détail sur la diffusion de neutrons en général. Pour le moment, je vais juste parler de diffraction. Donc, comme vous le savez, la diffraction de neutrons, la diffraction d'une manière générale, donc on a une structure périodique, on a une onde, donc le neutron peut être vu comme une onde, qui arrive, une partie est réfléchie, une partie est transmise,
la partie transmise a à son tour une partie réfléchie, une partie transmise, et on a une interférence constructive qu'on peut mesurer. Une interférence constructive, c'est un pic. Maintenant, donc, ce qu'on dit ici, c'est bien gentil, mais on n'a pas besoin en fait d'avoir une... on n'est pas on ne spécifie pas ce que représentent ces petits points qui sont périodiques. Ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Ça peut être une cellule unitaire entière, ça peut être juste un atome. Et en l'occurrence, dans le cadre du neutron, ce qui est intéressant, puisque le neutron possède un moment magnétique, c'est qu'il est aussi sensible au magnétisme. Le neutron peut diffracter sur une structure magnétique. Donc si on prend, par exemple, un exemple de structure antiferromagnétique ici, on aurait un atome par cellule unitaire. Si on veut décrire la périodicité minimale du système, on a besoin de prendre plusieurs atomes dans la cellule unitaire magnétique. On a besoin d'en prendre le double, en fait. Et après, on peut reconstruire tout le réseau à partir de ces deux atomes. Ce que ça veut dire, si on doit doubler dans l'espace réel, c'est que dans l'espace réciproque, on doit diviser par deux. Et donc ça veut dire qu'on s'attend à avoir des pics qui viennent purement du magnétisme à des endroits, des positions demi-entières. Donc quand on fait de la diffraction, on mesure des pics, comme vous savez, liés à la structure, avec les indices de Miller, par exemple 1, 0, 0. Et là, on aurait un pic et un indice de Miller, une demi 0, 0, lié au fait que la structure magnétique est doublée. C'était très débattu dans la communauté pendant longtemps de savoir si même l'état antiferro existait, parce que c'est même pas l'état fondamental quantique du Hamiltonien d'Heisenberg. Et donc, c'était une question vraiment ouverte, et la diffusion de neutrons, qui a été développée entre autres à Oak Ridge par Schul, Wallen et Strauss, a permis d'identifier ces pics qui sont arrivés à des positions demi-entières. Donc on a confirmé l'ordre antiferromagnétique, la validité des neutrons, et en même temps a permis d'aider à leur donner un prix Nobel, tout simplement. Donc, pour conclure sur cette partie, je vais finir sur un exemple qui a été publié dans un journal tout à fait correct. Donc il s'agit d'oxysulfate de cuivre, c'est le même composé que tout à l'heure, de ceux que j'étudie. Ici, on a la chaleur spécifique en fonction de la température. On observe un pic à 20 Kelvin. Donc on sait qu'on a une transition de phase vers un ordre longue portée à 20 Kelvin. Ce pic est confirmé dans la magnétisation, avec une magnétisation qui se développe rapidement aux alentours de 20 Kelvin pour prendre une valeur non nulle à faible température. Et la diffusion de neutrons nous apporte des informations sur la structure magnétique et la manière dont les moments se développent en fonction de la température, et pour finalement obtenir la structure magnétique ci-contre. Donc ici, cette structure, on la décrirait dans la littérature comme étant proche d'un ordre à 120 degrés, pour la simple raison que les spins ont tous un angle de 120 degrés entre eux. La raison derrière cet arrangement de spin, c'est qu'en fait, on a ici des atomes qui sont plus ou moins placés sur un triangle, qui interagissent entre eux. Et tout ce dont je vous ai parlé avant se plaçait dans le cadre gentil d'un réseau carré. Mais si vous mettez une interaction antiferromagnétique sur un réseau triangulaire, on obtient ce qu'on appelle la frustration magnétique. Et le résultat classique, en l'occurrence, est de minimiser la frustration en orientant tous les spins à 120 degrés les uns des autres, comme ceci. Et en plus de cela, il se trouve que nous avons deux atomes de cuivre légèrement différents. Donc on a un moment net, total, qui résulte le long d'une de ces directions, qui est confirmée par des mesures de magnétisation. Ici, par exemple, on voit à 2 Kelvin, donc très froid, on voit qu'il y a un moment faible, mais fini, le long d'une des deux directions. Voilà, donc ça conclut la partie sur les propriétés statiques, et je vais maintenant laisser la parole à Luc, qui va vous parler de dynamique. Ouais, alors je vais juste partager mon écran. J'espère que vous m'entendez. Ça devrait être bon. Donc, attends, merde. Partager. Partager. Dites-moi juste si c'est bon là, si vous voyez mon écran. Moi, je le vois pas.
Ouais, c'est parce que je n'ai pas cliqué sur la fenêtre. Là, ça devrait être bon. Parfait. Ouais, parfait. Donc, Virgile vous a parlé des propriétés statiques de systèmes qui sont intimement liées donc, à l'étude du fondamental de ce système. Donc, comment, dans son état de plus basse énergie, donc dans son état qui minimise l'hamiltonien, quelle serait la configuration de spin de ce système? Vous aussi parler, comme il l'a dit, de toutes les transitions quantiques qui sont liées à la variation d'un paramètre. Moi, ce que je vais vous parler dans ces 20 prochaines minutes, c'est plutôt les propriétés dynamiques des systèmes magnétiques, donc qui sont liées à l'évolution temporelle du système. Donc, qu'est-ce qui se passe typiquement si on impose une petite perturbation dans le système et qu'on le laisse évoluer. Donc, pour faire un parallèle, parce que tout le monde n'est pas familier avec les excitations magnétiques, donc avec ce que je vais mesurer dans mon système, on va faire un petit parallèle avec les excitations dans un cristal, donc les excitations, on va dire, de structure dans un cristal. Donc, admettons, vous avez sûrement vu en solide 1, sur cette image-là, un solide, comme a dit, enfin plutôt un cristal, comme a dit Virgile, c'est un agencement périodique d'atomes, ce qui est très important. Et ces atomes, ils vont être placés à leur position d'origine, à température nulle. Et ces atomes, il va y avoir des modes de vibration qui vont se propager dans ces atomes. Par exemple, admettons une cloche, elle a une certaine fréquence de résonance, ou la douche, tout le monde a déjà chanté dans la douche, une douche a une fréquence de résonance qui fait qu'une fois qu'on va l'exciter avec cette fréquence, il va y avoir une amplification du système. Dans le cas d'un... Je vais juste voir, j'ai ça qui est au milieu. Ok, c'est pas grave. Dans le cas d'un solide, par exemple, si on chauffe le solide, si on lui apporte de l'énergie thermique, du coup, les petits ressorts qui vont connecter ces différents atomes vont bouger, vont commencer à vibrer. Donc, ces atomes vont avoir des petits déplacements autour de la position d'équilibre. Et ça découle en la création d'une pseudo-particule qui s'appelle le phonon, qu'on peut vraiment s'imaginer comme des vibrations du réseau. Donc, dans notre réseau structurel, on aura une infinité, en tout cas beaucoup de ces petites ondes, d'une superposition d'ondes qui va former des excitations. Donc, ce comportement, donc ces phonons sont très bien décrits par ce qu'on appelle la relation de dispersion, qui en gros est l'énergie en fonction du vecteur d'onde, donc de la quantité de mouvement K de notre système. C'est ce que vous voyez dans le graphe en dessous ici. Donc, par exemple, ça c'est l'exemple, on va dire tout bête, il me semble que c'est une chaîne 1D ou bien c'est un réseau carré, donc avec des atomes qui sont le long d'une chaîne ou bien le long d'un réseau carré comme on voit ici. Vous voyez par exemple l'existence de deux modes, un mode acoustique et un mode optique. Dans la réalité, bien sûr, c'est un peu plus compliqué que ça. Vous avez ce graphe à droite qui représente aussi une relation de dispersion pour des phonons, avec l'énergie qui est notée en terahertz ici et le vecteur d'onde, et vous avez un spectre qui est beaucoup plus compliqué. Donc ici, par exemple, ces points en bleu sont des points qui ont été mesurés à l'aide d'une technique expérimentale, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut aussi modéliser ces données numériquement, chose qu'on fait en partie dans notre laboratoire, afin de décrire le système. Maintenant, un petit parallèle avec ça, donc le parallèle étant terminé, je vais pouvoir commencer à vous parler d'excitation magnétique. Donc, ce qu'on a vu pour les phonons, dans le cas des phonons, le paramètre clé, si vous voulez, de ces excitations, c'est la position des atomes. Vous avez votre réseau, vous avez les atomes qui vont vibrer autour de leur position d'équilibre. Dans le cas d'un système magnétique, en première approximation, c'est à peu près la même chose. Dans le sens que vous avez une configuration de spin qui sont les uns à côté des autres. Admettons, prenons comme exemple le cas d'un ferromagnétique, où tous les spins sont alignés dans la même direction. Typiquement, un genre d'excitation qu'on peut créer dans ce système, c'est en faisant tourner légèrement, en ajoutant une petite perturbation perpendiculaire à l'axe de quantification des spins, de telle sorte que ces spins vont, site après site, tourner autour de leur position d'origine. C'est ce que vous voyez de manière un peu moins imagée, on va dire, sur cette image ici. Donc, vous voyez les spins qui sont alignés selon l'axe Z, et la petite perturbation va les faire se décaler un poil hors de cet axe. Et si vous voyez une vue depuis en haut, comme ce que vous voyez dans le graphe du bas ici, vous avez cette direction des moments qui forme une sorte d'onde qui va se propager dans l'espace réel. Et ça, c'est une onde de spin. Donc, c'est un comportement semi-classique parce que ça correspond, si vous voulez, à une petite perturbation
d'un spin qui est quantifié, c'est-à-dire que dans ce niveau-là, à ce niveau-là, il a 3 directions, il a une direction selon X, selon Y, selon Z. Donc, c'est un comportement semi-classique. Après, il y a d'autres types d'excitation. Il y en a un qui est assez connu, que vous avez sûrement dû le voir en quantique, qui est la transition singulet-triplet. Donc, admettons que vous avez un système à 2 niveaux, donc un atome ici, spin une demi, qui interagissent avec une interaction qu'on va appeler JD. Vous l'avez peut-être fait, je ne sais pas. Si vous voulez diagonaliser, si vous voulez trouver le spectre d'énergie de ce système, il faut pour ça diagonaliser l'hamiltonien que Virgile a défini précédemment. Et ce faisant, on trouve que cet état a un état fondamental, ce système a un état fondamental psi0, qui est donné par le cas où une configuration asymétrique de spins, où on a un spin-up sur un site et un spin-down sur l'autre, et c'est une combinaison asymétrique des deux. Et les trois premiers états excités, qui ont la même énergie, forment une configuration symétrique de spin total, une demi plus une demi, qui est égale à 1. Donc on a le cas où les deux atomes ont un spin-down, où les deux ont un spin-up, et une superposition des deux. Donc ça, c'est un autre exemple d'excitation qu'on peut mesurer, puis une excitation quantique qui apparaît de notre système. Ces excitations quantiques, ces excitations même magnétiques, on peut, de la même manière, on peut les mesurer avec le bon choix d'expérience pour obtenir une relation de dispersion. C'est ce que vous avez ici. Donc ça, c'est typiquement un matériau que j'ai étudié ces 3 dernières années. Vous avez l'énergie selon l'axe Y en fonction de la quantité de mouvement selon l'axe X. Et donc, une manière d'obtenir un tel spectre, c'est avec la diffusion de neutrons que Virgile vous a brièvement introduit et sur laquelle je vais revenir un peu plus tard. Donc, ce spectre, il faut vraiment le comprendre comme ok, ouais, c'est ce qui est écrit en dessous. Quelle énergie gagne mon système? Donc, quand j'envoie une particule interagir avec mon système, quand j'envoie une certaine particule de vecteur d'onde KI, mon système va soit gagner, soit perdre de l'énergie, dans le sens qu'il va pouvoir s'exciter et atteindre un niveau d'excitation élevé, ou au contraire pouvoir donner cette énergie aux neutrons. Et ce graphe me dit quelle énergie le système est capable de donner ou de recevoir. Par exemple, si j'excite mon système avec, je ne sais pas, quelque chose qui correspond à ce chiffre 2 ici, je sais que mon système pourra potentiellement s'exciter et atteindre un niveau d'énergie de 1 mètre. Et le but, suite à ces spectres, c'est de pouvoir comparer des modèles numériques, donc qu'on peut simuler sur son ordinateur, et des mesures pour comprendre ces excitations, d'où elles viennent, est-ce qu'on peut les lier à la structure, à la particularité du réseau, à la dimensionnalité du système. Donc c'est vraiment construire une connaissance, une base de données, si vous voulez, sur le fonctionnement de ces excitations. Vite fait, pour parler de la méthode que j'ai utilisée, et que Virgile a utilisée aussi pendant notre doctorat, c'est principalement la diffusion de neutrons, donc neutron scattering en anglais. Pour ça, il faut s'imaginer, on est à très basse énergie, il faut se dire qu'un neutron, c'est plus seulement une particule, mais ça peut aussi être considéré comme une onde, et du coup, notre neutron sera caractérisé par un vecteur d'onde. Donc un vecteur d'onde initial, c'est-à-dire avant, pardon, je saute une étape. Donc, notre neutron, c'est un vecteur d'onde. Comment se produit, qu'est-ce qui se passe quand on fait une mesure de neutrons? Ce qui fait, concrètement, on va prendre notre neutron, on va l'envoyer sur notre cristal ici. Donc ici, on a notre cristal. Là, on a notre neutron incident. Ce neutron va interagir avec le cristal, que ce soit une interaction du genre corps contre corps, une interaction nucléaire, ou une interaction magnétique qui est liée au fait que le neutron a un moment magnétique et les cristaux qu'on étudie sont magnétiques, donc il y aura une interaction dipôle-dipôle. Du coup, ce neutron sera diffusé avec une énergie différente, avec une quantité de mouvement différente, et le fait de mesurer le nombre de neutrons qui seront réfléchis, plutôt diffus, avec une certaine énergie et quantité de mouvement, va nous donner des informations sur le potentiel d'interaction dans le système, et donc sur le comportement magnétique de notre système. Donc, pour répéter un peu ce qui se passe, c'est ce que j'ai écrit en dessous, lors d'un choc inélastique, qui sont les cas qu'on va étudier.
Donc, on envoie un neutron avec une certaine énergie. Ce neutron va interagir avec le cristal, avec notre système quantique, notre système magnétique, qui lui va s'exciter. Donc, il va passer d'un état fondamental à un état excité. Le neutron va perdre de l'énergie pendant ce processus et on va mesurer un neutron. On va mesurer le neutron plus tard, qui aura une énergie différente. Et grâce à ça, en faisant un certain ensemble de mesures, on peut reconstruire un spectre qui a cette tête-là. En soi, une expérience de neutrons, déjà, il faut savoir que les neutrons, ce n'est pas un truc qu'on trouve n'importe où. C'est un truc, pour produire des neutrons, concrètement, ça marche avec de la fission nucléaire. Donc pour ça, il faut réussir à obtenir des énergies suffisamment grandes pour pouvoir casser un atome en divers éléments. Pour ça, vous avez bien deviné, on ne peut pas vraiment le faire sur Crocus, parce qu'avec sa puissance de 60 watts, on ne va pas faire grand-chose avec. Mais il y a différents centres à travers le monde qui sont, là principalement en Europe, qui sont dédiés à l'étude de systèmes magnétiques et aussi structurels grâce à la diffusion de neutrons. Donc il y en a un qui est en Suisse, on a la chance d'en avoir un près de Zurich. Et il y en a notamment à Grenoble, il y en a à Oxford, il y en a à Berlin, il y en a un peu partout, quoi. Donc, comment ça se passe une expérience de neutrons? Premièrement, on a un cristal ici qu'on va monter sur notre porte-échantillon. Notre cristal qu'on va essayer d'introduire ici dans la chambre où on va faire nos mesures. Donc ici, on a un exemple, par exemple, qui a été mesuré à Berlin, où le cristal, j'espère que vous voyez ma souris, le cristal est dans cette petite boîte ici, dans cette sorte de petite balle. Après, le neutron, on va mettre cet ensemble dans notre système, dans notre beam, dans notre rayon. Et ensuite, ça, ici, en bas à droite, vous voyez, là, vous avez la chambre où le neutron est, et on a une série de détecteurs qui vont mesurer les neutrons qui seront diffus, donc après le processus, après l'interaction. Bon, tout ne se passe pas forcément comme il faut, donc de temps en temps, il faut faire un peu de bricolage pour essayer de récupérer les outils qui sont tombés dans la chambre, mais bon, ça arrive. Et pour finir, on va analyser les résultats sur une petite cabine avec beaucoup d'ordinateurs ou sur son téléphone, comme on veut. Donc ça, c'est un peu le fonctionnement d'une expérience à neutrons. C'est quelque chose qui se passe en général sur plusieurs jours. Donc on se bat pour avoir du temps d'expérience. C'est-à-dire qu'il faut envoyer une proposition d'expérience à ces centres. On est en concurrence avec beaucoup d'autres laboratoires qui veulent faire le même genre d'expérience. On doit réussir à convaincre les gens que notre expérience est la meilleure, en gros. Et après, ils nous allouent 2, 3 jours, voire 2, 3 semaines pour faire notre expérience. Donc c'est vraiment du temps loin de l'EPFL, où on fait 24 heures sur 24 nos mesures et nos analyses. Moi, je vais vous montrer, pour conclure, je vais vous montrer en quoi la diffusion, enfin les côtés un peu plus pratiques de la diffusion de neutrons. Donc, je vais vous parler un peu de mon projet de recherche, un de mes projets de recherche. Donc, j'ai travaillé sur ce composé magnétique qui est fait de sélénium, cuivre et oxygène, avec le cuivre étant l'atome magnétique. Donc, comme a dit Virgile, on a un cuivre de spinning demi, et j'ai travaillé avec ce cristal que vous voyez en haut à droite, qui est tout joli, tout vert, et qui a une masse de 1,6 g. Donc, il faut savoir que le plus de masse on a, le plus de processus de scattering, de diffusion on aura, donc le plus de statistiques on aura. Donc, on aime bien tout ce qui est gros. La taille compte quand même chez nous. Et ce que je vais faire, je vais mesurer le spectre d'excitation, et sur la base de ce spectre, je vais essayer de le décrire par un certain ensemble d'interactions dans mon système pour essayer de comprendre vraiment comment ce système est décrit en termes de magnétisme. Donc ici, vous avez de manière un peu grossière mon composé, donc la structure cristalline de mon composé, avec des atomes de cuivre en bleu et en orange, des atomes de sélénium qui sont non magnétiques, donc ils vont couper certaines interactions en vert, et de l'oxygène qui est juste là pour faire joli, grosso modo, en rose. Ici, à droite, vous avez une vue purement magnétique, ou avec l'ensemble d'interactions magnétiques que je me propose de définir. Donc, encore une fois, ces interactions magnétiques sont celles qui ont été définies dans l'hamiltonien que Virgile vous a introduit précédemment, et c'est celles qui définissent l'énergie de notre système. Donc, première mesure, une mesure de neutrons, comme j'ai dit, comment ça se passe? Donc, dans un premier cas, sur cet instrument, ce qu'on propose de faire, c'est de viser toujours avec le même vecteur Q, donc qui correspond à la quantité de mouvement de notre système,
et de faire un scan en énergie. C'est-à-dire, on va envoyer un neutron qui aura une énergie nulle, on va envoyer un neutron qui aura une certaine énergie, et on va mesurer son énergie à la fin du processus d'interaction. Et on va faire ça pour différentes valeurs de ce transfert d'énergie. Donc, le transfert d'énergie étant l'énergie finale moins l'énergie initiale. Donc, ce que vous voyez, ça c'est un exemple typique de scan qu'on fait. Une mesure du genre dure à peu près 2 heures, je dirais. Et vous voyez, par exemple, il ne se passe absolument rien, donc aucun transfert d'énergie, jusqu'à cette valeur ici de 26 MeV, où on a soudainement un pic de Shokar, qui correspond justement à une valeur pour laquelle, qui correspond à une excitation dans mon système. Ça veut dire que si j'envoie un neutron avec une certaine énergie et je le mesure avec une énergie, j'envoie un neutron avec une certaine énergie, ça veut dire qu'il y aura une très grande quantité de neutrons qui auront excité, donc qui auront donné ces 26 MeV à notre système pour l'exciter. Si je répète ça pour différentes valeurs de Q, j'obtiens la relation de dispersion. Donc dans ce cas-là, ce que vous voyez ici dans le graphe du milieu, c'est une relation de dispersion qui est plutôt plate. Donc, étant donné qu'on travaille avec de la quantité de mouvement, et vous avez sûrement vu que la quantité de mouvement, c'est la variable conjuguée de la position dans l'espace réel, ce qui veut dire que typiquement une petite distance dans l'espace réel correspond à une énorme distance dans l'espace réciproque. Donc le fait ici que ces excitations ne dispersent presque pas, ça veut dire qu'elles sont très localisées dans l'espace réel. Donc ça veut dire qu'il y aura une très forte interaction entre deux spins qui sont situés non loin l'un de l'autre. Et ça correspond typiquement, si vous vous rappelez ce que je vous ai dit dans l'introduction, à un système à 2 niveaux, à la transition entre cet état singulet et cet état triplet. Donc typiquement, dans mon composé, j'ai mes atomes de cuivre en orange ici, qui sont très fortement couplés par cette interaction noire. Donc ici, je peux affirmer, OK, ça correspond à un dimère. Je suis content. Maintenant, je vais analyser un spectre à plus basse énergie. Donc je vais effectuer le même genre de mesure, le même genre de scan, si vous voulez, le long d'une ligne verticale qui est donnée par les petits points ici. Tous ces petits points sont des points de mesure. Et je vais regarder où est-ce que j'aurai un pic d'intensité. Donc, en effectuant cette mesure un nombre incalculable de fois, j'arrive à reconstruire ce plot en couleur, ce graphique, qui est où vous voyez une excitation qui est assez bien définie. Donc, ce que vous voyez, vous avez un minimum d'intensité ici, et tout d'un coup, vous avez ce pic en rouge qui se disperse. On appelle disperse, donc qui varie selon la direction dans l'espace réciproque. Et comme je vous ai dit, donc, ces excitations, on peut les décrire, on peut les modéliser numériquement, sous réserve d'avoir les bonnes connaissances de l'état fondamental, car comme je vous ai dit, les excitations, c'est des petites perturbations de l'état fondamental, donc ça requiert une bonne connaissance de cet état. Et ça dépend, étant donné que ça dépend du fondamental, ça va dépendre des interactions qui sont définies dans l'hamiltonien de Heisenberg. Donc, en proposant un certain nombre, un certain ensemble d'interactions, et je peux ajuster leur valeur afin de simuler ces excitations jusqu'à trouver la valeur, donc l'ensemble des paramètres qui décrit parfaitement mon système. Donc c'est ce que vous voyez ici en noir typiquement. Le trait noir correspond à mes simulations. Et tiens, il me manque un truc, c'est marrant ça. Et vous voyez que ça marche très bien, ça matche très bien avec mon intensité en rouge. Donc dans ce cadre-là, j'ai approximé. Il faut bien sûr un modèle quand on fait des simulations numériques. Et moi, je me suis basé sur un modèle d'onde de spin, donc ce modèle semi-classique que j'ai défini avant. Donc, grâce à ce modèle, j'ai trouvé un certain ensemble de paramètres qui décrivent bien mon système. Donc, je peux dire que j'ai des excitations de type onde de spin dans mon matériau. Mais il reste un dernier truc que l'œil aguerri remarquera peut-être. C'est comme vous voyez, je n'ai pas d'intensité en dessous de cette excitation et j'en ai énormément en dessus. Vous voyez la différence, ici c'est bleu et là c'est jaune, quoi. Et ça, c'est assez curieux. C'est un truc qu'on n'a pas beaucoup remarqué dans le magnétisme, dans ces physiques, dans ces études de matériaux. Et donc, ce que je répète, là, ici, vous avez des scans qui correspondent à mes lignes trétillées ici. Et vous voyez, encore une fois, l'intensité qui est assez marquée en dessus de ce maximum. Et ça, c'est assez typique dans des matériaux magnétiques, des excitations qui sont de type spinon. C'est-à-dire, c'est encore un troisième type d'excitation qui est fortement quantique également.
qu'on peut expliquer assez facilement en prenant l'exemple d'une chaîne. Donc, c'est des excitations qu'on va appeler fractionnelles, qui vivent sur des chaînes de spin en une dimension, et principalement sur des spins 1/2. Donc, une chaîne de spin 1/2, c'est ce que vous avez dans ces images en dessous. Vous avez une chaîne, quoi, avec des spins up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. Un moyen de créer une excitation, un autre moyen que ces ondes de spin, ce serait de flipper, donc de changer la valeur d'un spin. Au lieu de le passer, au lieu qu'il soit up, on le fait passer down. Pour ce faire, c'est ce qui est fait en rouge ici. On va créer deux domain walls, deux murs, deux séparations entre un domaine qui est donné par le up-down originel et le nouveau domaine qui va être défini par notre down-up, down-up, down-up. Donc, tous les spins qui ont été flippés, qui ont été retournés. Donc, pour créer cette excitation, il y a un moyen, c'est de créer deux murs qui sont là, mais on se rend compte qu'en termes d'énergie, c'est aussi favorable de créer deux murs à des positions totalement différentes, du moment qu'on se retrouve avec ces deux mêmes murs, donc avec deux murs qui vont séparer nos trois domaines en l'occurrence. Et ça va créer deux excitations dites de type spinon qui sont fractionnelles, du fait qu'il y en a deux pour décrire un spin flip. Et en général, il en faut un nombre pair pour décrire un spin flip. Donc, chacune de ces excitations, chacun de ces murs, est décrit par un vecteur d'onde Q. Et donc, l'excitation de type spinon, qui est la somme des deux, aura un vecteur d'onde qui sera la somme des deux. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que pour un vecteur Q, grand Q, donc Q majuscule, on aura une infinité de Q1 plus Q2 qui vont satisfaire la loi Q égale Q1 plus Q2. Pardon. Et aussi les énergies, donc l'énergie de l'excitation effective, donc oméga de grand Q, et la somme des énergies respectives, donc de ces petits Q1 et Q2. Ce qui fait que, comme j'ai dit, pour un grand Q, on a une infinité de Q1, Q2 qui satisfont cette relation. Du coup, on va se retrouver avec un continuum d'énergie au-dessus de ce Q qui sera formé par toutes les combinaisons d'énergie oméga de Q1 plus oméga de Q2. Donc, on se retrouve avec un joli continuum qui est ce qu'on a observé au-dessus de notre excitation primaire. Donc voilà, pour résumer ce que j'ai fait dans ce matériau. Donc, je suis parti vraiment d'une structure cristalline, d'un matériau qui avait l'air intéressant, et je l'ai analysé grâce à des neutrons, à l'aide de la diffusion de neutrons. Et ce faisant, donc je me suis intéressé au magnétisme, j'ai pu le décrire comme étant constitué de trois composantes différentes. Donc, premièrement, des ondes de spin sur un réseau ordonné, donc à très longue portée. J'ai pu le décrire comme un matériau ayant un comportement fortement quantique sous la forme de dimère. Donc, un dimère, c'est ce système à deux niveaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il y a un troisième type d'excitation qui existe là-dedans, qui est plutôt lié à l'existence d'une chaîne unidimensionnelle, qui est ces spinons. Ce qui est assez intéressant, quoi. Quelque chose qui est aussi intéressant, et je vais même dire impressionnant, c'est qu'une telle coexistence, donc la coexistence de trois types d'excitation différentes dans le même matériau est relativement rare. Et normalement, on va s'intéresser à un seul type d'excitation, il ne va jamais y avoir d'analyse conjointe des trois. Donc c'est assez intéressant, on va, justement en parlant de ce modèle, on va notamment challenger, donner des nouveaux défis à la théorie, à les gens qui vont essayer de simuler et de décrire ce comportement. On arrive gentiment à la fin de cette présentation. Donc, premièrement, j'espère que ça vous a plu. Donc, des messages. Qu'est-ce qu'il faut se rappeler de cette présentation? Donc, on connaît tous le magnétisme. On a tous été confrontés au magnétisme, principalement au travers d'aimants. Et nous, on vous a expliqué d'où vient en soi le magnétisme à grande échelle. Et on vous a expliqué son origine microscopique, qui est le spin, qui est la configuration, donc l'arrangement de spin qui résulte en un effet macroscopique. On vous a dit que, premièrement, il faut avoir une compréhension pour comprendre ces systèmes. Il faut se concentrer premièrement sur les propriétés statiques pour voir qu'est-ce qui se passe, justement, quel est l'état fondamental du système, quelles sont les potentielles transitions de phase pour voir s'il y a d'autres états qui sont intéressants selon les conditions expérimentales. Et après, ensuite, je vous ai parlé des conditions des propriétés dynamiques du système, donc l'évolution, si vous voulez, temporelle du système. On vous a parlé, j'ai conclu par vous donner un exemple de ma recherche et que j'ai étudié en utilisant la diffusion de neutrons, chose qu'on fait principalement dans notre laboratoire, qui est un outil extrêmement puissant.
Et ce qui est intéressant à noter, justement, c'est que cette diffusion de neutrons, ça nous donne l'aspect expérimental, mais que ces quantités peuvent être aussi calculées numériquement. C'est notamment ce qui est fait dans le groupe de Frédéric Milla, dont Jeanne vous parlera la semaine prochaine. Donc, on a vraiment un travail et une recherche qui est main dans la main, expérimentale et théorique. Voilà, c'est tout pour moi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous remercie de votre attention. Voilà. Super, c'était génial. Trop bien. Donc, Du coup, s'il y a des questions, n'hésitez pas à vous démute directement et à prendre la parole. aussi, donc Virgile et moi, on a fait toutes nos études à l'EPFL en soi. Donc, s'il y a des questions de parcours ou quoi que ce soit, on est là. Ok. Vous avez fait les deux, du coup, bachelor de physique Alors ouais, on a fait. ici. Ok, moi j'ai fait. On était les deux à l'EPFL, ouais, et on a fait les deux nos projets, nos TP4 et nos projets de master chez Mila. Donc plutôt en théorie. Okay. Et après, on était plutôt intéressé par les côtés expérimentaux de ce qu'on a fait. Donc on est parti dans le groupe de Renov qui fait, comme j'ai dit, la même chose mais en expérimental. D'accord, Ouais. sympa. Moi, je peux poser une question à Luc, peut-être, parce que je sais pas, Luc, si tu te rappelles, mais il y a, quand il y a Natalia qui était une doctorante de Frédéric Milla, qui a fait sa défense publique de thèse, je crois que c'est toi qui as posé la question de savoir qu'est-ce qu'elle recommanderait à quelqu'un qui commence son doctorat. C'est vache comme question. Alors moi, je recommanderais à quelqu'un de commencer à écrire sa thèse plus tôt que 3 mois avant la fin. Mais ça, c'est très personnel. Mais du coup aussi, pour aussi peut-être la même question, Ouais, qui serait un son master maintenant, est-ce que un truc que je recommande, pour quelqu'un qui fait son doctorat, ouais, c'est pas de se mettre la pression dès le début. Dans le sens de pas. J'ai quelqu'un assez proche qui a commencé son doctorat il y a peu, et c'est le stress dès le début. Alors que non, c'est pas ça. Le doctorat, on commence, nos professeurs savent qu'on sait rien en soi. Ils savent qu'il faut 1 an, 2 ans, voire même 3 ans pour avoir les connaissances nécessaires pour être un tant soit peu utile à la communauté. Donc, ce que je conseille, c'est vraiment pendant les 6 premiers mois, voire 9 premiers mois de le doctorat, c'est de se concentrer sur engranger de la littérature, engranger des connaissances dans la littérature, mais surtout ne pas se mettre de pression quant à tiens, j'ai pas encore fait ci, j'ai pas encore fait ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Ça viendra, puis on aura bien assez à la fin. Donc, et moi, c'est un truc que je regrette, j'ai pas vraiment fait de recherche de littérature au début, et je me suis retrouvé à la fin à dire purée, je comprends rien. Enfin, pas je comprends rien, mais j'ai une montagne de trucs que je dois encore apprendre et puis comprendre avant de pouvoir vraiment avant de pouvoir apprécier mon doctorat, quoi. Parce que là, à la fin, vraiment, ces 6 derniers mois, je comprenais la physique que je faisais et je trouvais ça super cool. C'est vraiment excitant, je trouve. Mais au tout début, j'étais perdu. J'étais là, ouais, mais ça sert à rien. On fait juste de l'analyse de données. Mais où la physique, quoi? Et c'est du moment que j'ai pu engranger toutes ces connaissances que je me suis dit, ouais, en fait, c'est chouette, quoi. C'est vraiment chouette. Donc voilà, mon conseil que je pourrais donner. ça sonne bien. Ouais. Merci. Moi, si je peux te donner un conseil aussi, c'est quand même de finir les crédits nécessaires de docteur, si possible, plus que 2 semaines avant de soutenir sa thèse. Ma foi, on a ce qu'on a. Hein. On est ce qu'on est. Yes. Du coup, par curiosité, avec Mila, vous faites quoi dans le master en TP4? Vas-y Virgile, je te laisse commencer. Mais en fait, je ne sais pas si Frédéric fait toujours pareil, mais moi, quand je faisais, ça changeait pas mal. En fait, il a une approche assez cool de vouloir continuer à apprendre, pas de recaser ses étudiants de master sur des sujets vus et revus, à lire un bouquin, puis se débrouiller. Du coup, à l'époque où Luc et moi, on était chez Frédéric Milla, on a étudié, alors le premier semestre, c'était sur les atomes ultra froids. Donc, comment est-ce que des atomes ultra froids, dans des potentiels optiques, peuvent
modéliser le hamiltonien d'Heisenberg, par exemple. Et au deuxième semestre, c'était un peu moins orienté recherche, littérature, etc., mais plus développer un projet. Et du coup, souvent, ça passe par du numérique, faire un code qui, donc moi, dans mon cas, c'était résoudre dans une certaine approximation. C'est assez dur de faire une théorie sans faire d'approximation. Résoudre dans une certaine approximation, le hamiltonien d'Heisenberg pour certains réseaux. Des réseaux, donc là on a vu des réseaux carrés ou triangulaires, mais il peut y avoir des réseaux plus compliqués, comme par exemple le réseau Nidapeg, ou encore triangulaire un peu particulier. Mais je crois qu'il change un peu de sujet chaque année. Je suis sûr que vous avez fait quelque chose de différent, Jeanne, après, ça continue de changer. Ouais, en fait, il essaye vraiment de faire un sujet différent chaque semestre, enfin chaque année, de sorte que aussi les gens du labo, il n'y a pas que les étudiants qui continuent à apprendre, mais aussi les gens du labo. Donc ça peut aller vraiment enfin genre il y a des semestres qui sont beaucoup plus théoriques, avec un focus par exemple sur la théorie conforme des champs, ou vraiment les systèmes à 1D avec la bosonisation et tout, ou des semestres beaucoup plus numériques avec, par exemple, on a eu une fois un semestre complet sur les réseaux de tenseurs ou des choses comme ça. Donc ça dépend vraiment d'une année à l'autre. C'est un peu ce qu'il a envie de faire, et aussi des fois, s'il a envie de pousser le groupe dans une nouvelle direction, il va profiter des DP4 aussi pour que ça fasse partie du truc. Ok, bah, merci pour ces réponses. Je sais pas si y en a qui sont intéressés là dans le chat par les TP4 chez lui, mais toujours bien de savoir. Je sais que le semestre prochain, on aura des présentations plus en détail de chaque labo, mais autant déjà se faire une idée. Ouais, il y aura une soirée, je crois, qui sera dédiée à ça, non? Il y aura des présentations de labos, je crois. Il me semble que c'est chaque semaine, il y aura des labos différents. Ok, peut-être ça va changer le semestre prochain, c'est à voir. Je crois qu'ils avaient discuté de ça en commission. Mais ça va changer pour le mieux. Très bien, donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions. I have a question. May I ask a question to Luke? Yes. Oh, no. Yeah, go ahead. I guess you covered that in the presentation, but I'm not sure. So I do believe in this system CuSCO3 or SeCuO3. Anisotropy plays an important role in your magnetization or neutron scattering data. Have you considered that somewhere in your model Hamiltonian? Well, as you can see in the excitation spectrum, we have a gap, but the gap is fairly close here. It's fairly small. It's what, 0.5, I think, MeV. And so still in the frame of this linear spin-wave approximation, the anisotropy just didn't make anything. It made no difference to the spectrum, to the excitation spectrum. So we expect that the anisotropy doesn't have such a big role in the system. But on the other hand, as you can see here, you see there is a dashed line there, which at some positions describes, well, as you can see in the measurements, you have some intensity there at positions that correspond to this dashed line. So we think that there might be a term missing the Hamiltonian, which might be related somehow to this anisotropy that we observed. So in terms of magnetization and static properties, yeah, there might be something interesting about the anisotropy, but I don't think that it has any consequences on the excitation spectrum and on the dynamics of the system. So that's our belief. Thanks. And what kind of anisotropy you were expecting in the system? DM, essentially, I think. So DM between the DM, so the Jeloshinsky, well, for those who are not aware of it, the Jeloshinsky-Moriya is an interaction between two atoms. And essentially, if this one interacts with this one, it's not the same as if this one would interact with this one. So it's an anisotropic interaction. And it is allowed between the copper 1 here in blue and the copper 2 in yellow, so in orange. And we think that these might be the only anisotropy present in the system. So yeah, and this is also, well, if you want to know more about that, PRB, so it's also compatible with the fact that
We've performed diffraction on this one, and we essentially have two different structures. We have a collinear structure on the copper 1, on the copper 2 here, with spins pointing up and down and up and down. And on the dimer, so we have a spin configuration that is also up and down, but not collinear to the other one. And since there is a moment counting, we think that this one is related to the Jalochinsky-Moria interaction between the two sublattices. So that's actually quite a good evidence for this anisotropy. That's it. But I believe your crystal structure is centrosymmetric. I have no clue. I should know that. So if your system is centrosymmetric, then you really need to have a special mechanism for developing Jalochinsky-Moria interaction. Yeah. Well, we can discuss that a bit later, but I think there is the conditions are here for a DM interaction. I just can't remember now, but I know that the conditions are satisfied for that. Okay, great. Thanks. I'll have a look and I'll let you know. Yeah, thanks. Yeah, you're welcome. Ok, dans le chat, il y a Bastien qui demande quelle était votre matière préférée du bachelor. Alors moi, j'ai adoré la quantique, parce que franchement, c'est cool la quantique. Enfin, moi, ce que j'ai aimé, bon, non, deux trucs. En deuxième année, la mécanique analytique, c'était vraiment chouette. Parce que moi, j'aimais bien tout ce qui était un peu plus théorique, quoi. Jouer avec ses lettres, jouer avec ses formules. Et je trouve ça vraiment chouette. Puis après, quand on arrive à la quantique, on arrive dans un monde qu'on ne comprend pas. Parce que franchement, le premier semestre, on est tous perdus. On se dit, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi ces états propres, machin? Un truc qui peut être dans deux états à la fois. Et puis moi, j'ai plus vu ça comme une sorte de challenge. Enfin, je trouvais ça marrant de jouer avec ces trucs. Et c'est totalement abstrait. Puis moi, on peut le voir avec ces trucs, quoi. L'abstrait, c'est encore assez chouette. Enfin, ça me plaît. Il y a toujours une question qui ressort, c'est ça sert à quoi ce que tu fais? Je suis là, non, ça sert à rien. Enfin, concrètement, ça sert à rien parce que c'est de la recherche fondamentale. Donc, ça n'a pas d'application du genre, on peut construire notre smartphone avec ça ou des trucs du genre. Mais c'est vraiment jouer avec un formalisme, essayer de comprendre un peu des trucs abstraits, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi, Virgile. Ouais, alors moi j'aime aussi beaucoup la mécanique analytique parce que je trouve que c'est un formalisme très élégant qui permet un peu de mettre fin à cette espèce de tirage au sort que peut être la mécanique newtonienne, de dire on a un problème et puis comment on le fait. La mécanique analytique, au moins, elle a le mérite de développer une sorte de systématisme assez automatique ou assez élégant, du coup, je trouve, pour résoudre des problèmes de physique, sans se dire il fallait avoir l'inspiration de poser je sais pas quoi. Et après, j'aimais bien la quantique, mais j'aimais aussi beaucoup la physique statistique en troisième année, parce que je suis toujours nul en stats. En fait. Il faut compter le nombre de cas parmi n et toutes ces histoires. Ça a toujours été un peu un enfer. Et je trouve que la physique statistique, c'est pareil, c'est un outil très puissant qui permet de calculer et d'appréhender la physique de manière très intéressante. Et en même temps, il n'y a pas ce côté, il faut inventer des trucs au pif, il y a un formalisme, en tout cas tel que c'est présenté, un formalisme très clair et assez épuré, qui est plutôt élégant, je trouve, qui permet de décrire la physique d'une manière assez cool. Super, merci pour vos réponses. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus de questions. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent se manifester à la dernière minute, mais sinon je vais couper l'enregistrement. Je te rends le contrôle? Non, tu as le contrôle de toute façon. Ouais. Parfait. Bon, en tout cas, merci, c'était cool. Yes, merci à vous d'avoir présenté. C'est toujours un plaisir d'organiser ces conférences. Ouais. Puis bon, si vous avez des questions par mail, n'hésitez pas, quoi. Yes.